Bonjour à tous et à toutes, merci de votre présence à ce webinaire organisé par l'Occlusif. Donc je me présente, je m'appelle Mickaël Jacques et je fais partie du comité de programme. Et aujourd'hui, la thématique qu'on va aborder, c'est l'OSINT et la cybersécurité avec comme intervenant Ronan Mouchou, qui est cofondateur de X-Rator et aussi spécialiste dans l'analyse de la menace, à qui je vais passer la parole maintenant. Donc bonjour Renaud et bienvenue à toi. Merci Jacques. Donc, effectivement, je vais essayer de faire une petite présentation sur l'OSINT, qui est un sujet très large, je pense qu'on aura le temps de l'explorer durant la phase de questions, sous le spectre, l'angle de la sécurité informatique pour les entreprises. Bon, la première question, l'OSINT. L'acronyme, c'est quoi? Ah, OSINT, c'est Open Source Intelligence, donc en français, ce serait renseignement d'origine source ouverte. Ok, merci. Ouais. Donc avant de commencer, l'informatique dans les entreprises, je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu un lieu commun de dire que c'est un véritable moteur, c'est plus une fonction de support, c'est vraiment un moteur de la compétitivité des entreprises. On a pu observer dans le domaine de la sécurité, et les RSSI au premier chef, que les atteintes ont évolué. Donc on avait des virus très violents comme Sacer, Sobig, MyDoom durant les années 2000, mais qui étaient complètement indiscriminés. Durant la décennie 2010, on a pu observer une plus grande visibilité des opérations de cyberespionnage qu'on a appelées APT et une cybercriminalité qui a vraiment monté en gamme, s'inspirant justement de techniques de cyberespionnage. Et là, le début de la décennie 2020 est un petit peu sous l'angle de la géopolitique, ou en tout cas des événements sociaux, avec une entrée dans la décennie avec le Covid, qui a bouleversé un petit peu nos modes de travail, pour certaines entreprises, et ensuite, avec le début de l'année, depuis le début de l'année, le conflit russo-ukrainien. Donc dans ces contextes-là, en fait, c'est vrai que ça change beaucoup la posture de l'entreprise, où avant, par exemple, on pensait je suis garagiste, je suis un hôpital, je suis une entreprise de ciment, et peut-être qu'aujourd'hui, en fait, dans les yeux d'un attaquant, vous n'êtes pas un garagiste, vous n'êtes pas un hôpital, vous êtes la France, ou vous êtes la Russie, vous représentez quelque chose d'autre. Et donc c'est sous cet angle-là que je vais aborder l'OSINT, okay. Donc sous l'angle de la perception. Donc déjà, la première perception que je veux aborder, c'est de toujours se rappeler que chaque cyberattaque par un attaquant, c'est un projet. Et donc se défendre, c'est également un projet. Comme tout projet, il y a des risques et il y a des méthodologies. En général, quand on commence à faire un projet en entreprise, on commence par s'informer, par récupérer des informations à notre disposition pour ensuite pouvoir planifier, allouer les moyens, etc. L'attaque et puis même ce qu'on appelle le cycle du renseignement, donc puisque INT en anglais de OSINT c'est Intelligence, commence justement par une phase de collecte d'informations qui, dans un cadre d'espionnage ou de cybercriminalité, va servir à l'attaquant à savoir comment s'orienter vers la victime. C'est quelque chose des fois qu'on a un petit peu du mal à faire, mais tout l'intérêt justement de se mettre dans une posture de regarder mon système d'information comme un attaquant le ferait depuis l'extérieur, via des moyens OSINT non intrusifs, ça permet justement de regarder son système d'information avec une autre valeur. Okay. C'est-à-dire que l'attaquant et le défenseur, on regarde exactement la même chose, notre système d'information. Mais on n'y voit pas les mêmes choses. Donc sous un autre prisme en fin de compte. Voilà, okay. C'est ça. Et même en termes de valeur, de ce qu'on va pouvoir en tirer, nous, par exemple, je sais pas, moi je dis, je suis une entreprise de logistique, l'informatique, c'est confortable, mais moi ce que je fais, c'est transporter des cargaisons. Et le jour où un attaquant, lui, il regarde et il se dit « Ah, mais en fait, c'est plein de systèmes d'information pour savoir où vont les cargaisons, etc. » Je ne vois pas la même valeur, en fait, dans le système informatique de cette entreprise que l'entreprise voit. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et je pense que cette démarche d'OSINT, justement, permet de se mettre dans la peau de l'attaquant et essayer de voir son système d'information sous un autre angle.
Donc on m'a demandé d'essayer de définir l'OSINT. Honnêtement, j'ai passé des heures et des heures et ensuite j'ai tout balancé à la poubelle. Donc, en tout cas, ma définition, qui est ouverte au débat, pour moi, c'est la capacité à créer de la valeur à partir d'informations disponibles à tout le monde. Et donc, cette valeur, justement, c'est pour une même information qui est accessible à tout le monde. Elle va complètement passer sous le nez à des gens, ça va leur passer au-dessus, ça ne va pas les intéresser. Et chez d'autres personnes, ça va leur participer à une prise de décision business, décision dans son organisation qui, elle, a des coûts et des bénéfices, en fait. Et donc cette valeur, en fait, pour l'attaquant ou pour le défenseur, dans l'OSINT, c'est justement qu'est-ce que je vais en faire de cette information sur source ouverte, comment je vais le mettre dans mon projet d'attaque ou de défense, et quelle valeur je vais pouvoir extraire, en fait, de l'exploitation de cette information. Okay. Donc justement, je vais commencer l'OSINT par l'angle attaquant qui peut être probablement le plus simple ou le plus facile à aborder. Donc toute attaque, enfin la majorité des attaques en tout cas de cyberespionnage et pour la cybercriminalité, on va dire quand même un petit peu mature, on ne fait pas des opérations complètement indiscriminées, on fait quand même une reconnaissance en fait, de la surface externe, de l'organisation, des individus, pour savoir comment est-ce que je pourrais exploiter des informations accessibles à tout le monde pour pouvoir rentrer. Donc j'ai mis là sur les slides la matrice pré-attaque. Donc la matrice attaque est aujourd'hui utilisé par à peu près tous les corps de métier, le Mitre Framework, tout le monde s'en est emparé et c'est très bien. Mais il y a ce petit onglet que les gens oublient qui s'appelle pré pour pré-exploitation. Donc toutes les étapes que font les attaquants avant de rentrer dans un engagement offensif. C'est vrai parce que par moment on a surtout tendance à penser à post-attaque et on ne pense pas à la pré-attaque, donc c'est un biais qui est intéressant. Mais ensuite, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais c'est aussi extrêmement difficile à détecter les opérations de reconnaissance, parce qu'en généralement, elles sont discrètes et vont utiliser les moyens que nos utilisateurs légitimes ou nos visiteurs légitimes utilisent. Et donc c'est vrai que c'est difficile à bloquer. Donc les attaquants, du coup, récupèrent des informations. Ces informations, on va des fois parler, donc il peut y avoir des découpages un peu plus complexes. Moi, je vais présenter juste la collecte comme étant soit active, soit passive. En gros, active, c'est je crée une connexion directe avec ma cible. Passive, c'est je vais passer par un tiers où je vais observer de loin, en fait, sans interagir. Donc un exemple, par exemple, je fais une reconnaissance au niveau individuel de l'organisation. Donc ce qui va m'intéresser, ça va être de collecter des informations à partir de LinkedIn, par exemple, sur les métiers, qu'est-ce que les gens font, éventuellement qui ils sont, et ça pourrait me donner des opportunités derrière pour créer un spear phishing, par exemple. Si je ne fais que regarder la page LinkedIn de la personne, la page LinkedIn publique, entre guillemets, je suis en collecte passive, c'est LinkedIn qui me donne des informations sur ma cible. Si par contre je rentre en connexion avec la personne, on échange par chat, j'essaye de développer un petit peu un lien, voilà, c'est super intéressant ce que vous faites, quelle technologie vous utilisez, etc. Là on est dans de l'actif. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de social engineering ou pas? On parle d'ingénierie sociale, ou c'est vraiment une phase qui peut être complètement décorrélée? Je pense que cette phase d'interaction avec une personne, effectivement, on est à la limite d'autres types de renseignements, comme le renseignement humain, qui va utiliser de la manipulation. Donc, on va utiliser des techniques pour essayer d'extraire de l'information sans éveiller des soupçons sous la personne. Mais sinon, l'OSINT, c'est vraiment de la collecte d'informations. Le social engineering, ça va être de la technique pour prendre l'avantage sur des faiblesses, des vulnérabilités humaines. Donc on est déjà presque dans une phase d'exploitation, donc d'attaque un petit peu active. Donc l'idée, voilà, moi ma spécialité c'est analyse de la menace, donc forcément je ne suis pas objectif, mais dès qu'on connaît les comportements des attaquants, on devrait se les faire à soi-même. C'est déjà un petit peu ce qui est très répandu avec les pentests en fait, ou les red teams, etc., les exercices de gestion de crise. Et donc j'ai fait
un petit exercice justement de prendre ces techniques, ces comportements attaquants et de voir dans un langage de la défense. Donc là, j'ai pris le framework CIS. Justement, on va dire que c'est un standard de bonne pratique à peu près. Est-ce que les deux se rencontrent en fait? Est-ce que l'attaque et la défense se rencontrent? Normalement, oui. On devrait espérer. Donc voilà, j'ai fait ce petit mapping pour montrer qu'effectivement, si je reprends toutes les techniques d'OSINT, de mitre pré-attaque, on a quasiment une correspondance complète avec on va dire, des bonnes pratiques de défense. Donc c'est des choses qu'on va couvrir ou dont, on va dire, l'impact pour l'organisation, on peut minimiser avec des techniques traditionnelles en fait. Okay. Il y avait juste, de manière très intéressante par rapport à CIS, il y avait tout ce qui était, par exemple, rechercher des mails de la victime dans des fuites de données de sites tiers. Donc ça, c'est pas couvert par le CIS. J'ai trouvé assez intéressant, mais ensuite, c'est de la veille qui peut faire partie d'autres frameworks de bonnes pratiques. Donc on a bien quand même une rencontre entre les méthodes de défense que tout le monde à peu près applique aujourd'hui, en tout cas dans les grandes lignes, dans les bonnes pratiques, et les comportements attaquants. Si je peux me permettre, je veux juste dire aux différents participants, n'hésitez pas à poser vos questions déjà dans le chat, comme ça on pourra les prendre au fil de l'eau. Donc voilà, je te redonne la parole, mais c'est important qu'ils soient actifs. Donc une fois qu'on a dit, voilà, une organisation génère des informations, ces informations peuvent donner des opportunités et des billes aux attaquants pour venir nous attaquer. On pourrait faire un petit peu nos cybersécurité pure et dure. Il faut tout couper, il ne faut plus qu'on communique, il faut qu'on s'enterre. Ça va devenir compliqué, mais ça peut. Et c'est là où en fait, moi j'aborde l'angle de l'OSINT d'une manière peut-être un petit peu particulière, c'est celui d'un autre terme qu'on appelle OPSEC, donc sécurité des opérations. La sécurité des opérations, ça date en gros des années 70, sous l'impulsion de l'armée américaine, qui s'est dit, voilà, j'ai mes plans militaires, mes plans ils sont secrets, sauf que je ne peux pas garantir qu'ils soient toujours secrets. Et c'est pas parce que je perds mes plans ou que l'ennemi dévoile une partie de mes plans que ça doit arrêter mes opérations militaires. Donc est né l'OPSEC, avec un nom de code, Opération Purple Dragon. Okay. Mais l'OPSEC, c'est la capacité à continuer ses opérations critiques, ou son business as usual, tout en délivrant des informations qui peuvent être capitales pour un attaquant. Donc on peut penser, les sites vitrines, ils vont avoir un onglet par exemple communiqué de presse. Je suis toujours mon logisticien, le transporteur routier. Je viens de signer un partenariat stratégique avec telle entreprise. Ça, c'est un énorme cadeau pour un attaquant qui va pouvoir utiliser cet événement, soit pour apprendre l'existence de ou avoir une connaissance de mon écosystème business, donc éventuellement pouvoir rentrer chez moi par un moyen détourné, soit d'utiliser cette nouvelle-là pour créer un faux site web, pour créer un faux mail de phishing, récupérer des informations, engager les gens, etc. Sauf que si on dit au marketing, aux décideurs, etc. Non, vos contrats, vous les annoncez plus. D'ailleurs, vos têtes, vous les dites plus. Il ne faut plus mettre vos noms. LinkedIn est interdit pour tout le monde. C'est pas comme ça que le business va fonctionner. C'est sûr que c'est toujours la problématique de lier la partie métier business à la partie opérationnelle, où il faudra trouver le bon niveau de communication. Ouais. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant de mettre en regard justement l'OSINT avec le concept d'OPSEC, de pouvoir continuer à opérer en toute sécurité, même si j'ai divulgué des informations importantes potentiellement aux adversaires. Le plus important, c'est pas que ces informations ne soient pas là, c'est déjà que nous, défenseurs, on sache qu'elles soient là. Que ce soit au niveau organisationnel, mais que ce soit également au niveau technique. Donc on aimerait bien être au courant quand il y a un petit site qui se crée. Il n'a pas forcément passé le cycle de validation, mais bon, c'est pas grave. Mais au moins, dites-le nous. C'est toujours mieux de découvrir. Voilà. Et c'est là où, en fait, l'utilisation des techniques d'OSINT de l'attaquant peuvent être réintégrées dans des opérations de sécurité
entre guillemets, plus classique. On fait de la veille sur les vulnérabilités, sur les technologies, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de la veille sur notre propre infrastructure? Et même au-delà, une fois qu'on le fait, donc on connaît notre périmètre, on va utiliser les mêmes outils que les attaquants, on va aller voir de temps en temps sur la page LinkedIn les employés qui y sont, savoir même s'il n'y a pas des gens qui se présentent en tant que faux employés. Donc c'est en fait de la veille complètement classique, l'OSINT en tout cas, même technique, peut être utilisé en source ouverte, peut être utilisé tout à fait réintégré dans un cycle de veille complètement classique. Et ensuite, quand on est peut-être un petit peu plus mature ou quand on est un service spécialisé en cyberdéfense, en réponse à incidents, en analyse de la menace, justement, c'est ce qu'on fait tout le temps en fait. De la même manière que l'attaquant a la capacité, via les données ouvertes, de faire une reconnaissance de notre infrastructure, nous, on peut faire la même chose. Parce que l'attaquant, lui aussi, il a un système d'information sur l'Internet normal. Donc j'ai préparé un petit exemple pour illustrer un petit processus très classique que peuvent réaliser des gens en réponse à incident, en SOC, en analyse de la menace. Donc par exemple, j'ai un de mes bacs à sable, une sandbox ou un de mes antivirus qui tilt. Il a bloqué un ransomware qui essayait de s'installer sur une machine, sur un poste. Et du coup, je vais voir, je me dis, c'est pas... il a été arrêté par l'antivirus, fin de chantier. Non, je me dis, il y a peut-être des informations intéressantes. Et je lis le rapport antivirus ou de la sandbox et que je trouve un nom de domaine. Ce nom de domaine, c'est de l'infrastructure publique. Ça fait partie de l'infrastructure de l'attaquant. Et pour avoir un nom de domaine, il a dû déposer un nom WHOIS. Donc je vais voir le WHOIS de ce nom de domaine. Bon, j'ai de la chance, il n'est pas anonymisé. Je tombe sur une adresse mail et encore une fois, je pars d'une hypothèse. Si cette personne a déposé un nom de domaine, il en a peut-être déposé d'autres. Donc j'en trouve d'autres, PaySafe, MoneyCrypt, je fais une petite analyse, je me rends compte qu'il a déposé 3 noms de domaine. Les 3, on sent que ça tourne autour de la thématique financière. On se doute que PayPal n'est pas propriétaire de ces sites-là. Il y a un mode opératoire qui est un petit peu, un pattern en fait dans le dépôt des noms de domaine qui est un peu reconnaissable. Donc je lève le doute. Effectivement, je pense que ces 3 noms de domaine sont liés. Et à partir de ces informations que j'ai collectées, je retourne dans mon système d'information et je me dis, est-ce que dans mes logs précédents, il n'y aurait pas un logiciel malveillant qui n'a pas été détecté par les antivirus, mais dont les traces réseau ont été vues. Donc je vais prendre ces 3 noms de domaine, regarder dans mes logs si en fait j'ai pas loupé quelque chose avant. Et ensuite, si ça n'a pas été le cas, tant mieux. Mais je peux mettre en blocage ou en surveillance, en détection, ces 3 noms de domaine, parce que la prochaine fois, peut-être que l'antivirus, il n'arrêterait pas le virus qui a été envoyé. Et au moins, durant cette phase de communication, de prise des ordres depuis Internet par le virus dans le réseau de la victime, on le verra d'un point de vue réseau. Donc c'est un cadre extrêmement simple. Donc, là, je le résume. C'est un cadre extrêmement simple. Et ici, je n'ai utilisé qu'une source, le registre WHOIS, par exemple. On peut partir, encore une fois, d'une hypothèse. Si ce sont des noms de domaine, elles ont forcément, ou très probablement, une adresse IP. Donc là, je vais aller requêter le registre de DNS. Je me rends compte que j'ai 2 de mes noms de domaine qui disposent de la même adresse IP. Je pose la question inverse à l'adresse IP. Quels sont les noms de domaine que tu héberges? Il n'y en a que 3. Il y a un petit nouveau qui apparaît, mybanktransfer.com. Ça commence à sentir pas très bon. Voilà, ça commence à sentir pas très bon. Et en fait, on peut continuer comme ça. Bon, bien sûr, on essaye de continuer à faire cette évaluation de la pertinence des traces qu'on trouve. Mais c'est comme ça que petit à petit, on peut trouver, remonter une infrastructure, soit d'un attaquant, soit d'un ensemble d'attaquants, puisqu'en fait, c'est l'hébergeur qui est un petit peu, on va dire, qui se fait de l'argent un petit peu autrement. Et ces noms de domaine, en fait, il y en a certains qui sont actifs. Donc il y a celui que j'ai trouvé dans mon parc. Il y a peut-être un ensemble de noms de domaine qui sont pour des autres victimes.
Donc d'où l'intérêt aussi éventuellement de participer à des groupes d'échange de ce genre d'informations, de ce genre de renseignements. Il y a peut-être un ensemble d'autres noms de domaines en fait, qui sont prévus en cas de secours. Forcément, l'attaquant, encore une fois, il sait qu'une attaque, c'est un projet. Un projet, ça a des risques. Donc l'attaquant fait aussi sa gestion des risques. Il y a des chances que je me fasse shooter mon nom de domaine, etc. Donc en fait, plutôt que de repartir de zéro, de tout refaire dans l'urgence, j'ai déjà mes noms de domaine, entre guillemets, tout propres en jachère et je peux les utiliser. Donc on peut passer dans une vraie démarche proactive, simplement avec cette reconnaissance, un petit peu cette veille des différents signaux, que ce soit techniques, individuels ou organisationnels. Tout ça, ça peut s'ajouter à tout ce qui est notion d'IOC, donc indicateur de compromission. Tout à fait. Okay. Oui, tout à fait. En fait, dans le cadre, justement, on récupère des IOC. On peut déjà aller vouloir les requalifier, parce que peut-être qu'il a été jugé comme indicateur de compromission par le fournisseur, mais que nous, on va avoir des critères peut-être un peu plus durs. Donc on ne va pas considérer ça comme un indicateur à utiliser chez nous. On récupère ces indicateurs et on peut effectuer le même genre d'enrichissement. Okay. Voilà, on va parler d'enrichissement ou de pivot pour trouver de nouveaux indicateurs et récupérer au final plus d'informations que simplement ce que le fournisseur des IOC nous a donné. Ok. Et justement, en parlant des créateurs d'informations, donc c'est juste, voilà, j'ai mis quelques exemples, c'est pas exhaustif, mais ça montre qu'il y a quand même énormément d'informations qui sont disponibles. Enfin, moi, en tant qu'analyste, je sais que c'est pas les informations qui manquent, c'est le temps pour les analyser. Ouais. Enfin, des informations, on en a trop. Donc ensuite, il faut savoir lesquelles aller chercher, prioriser, et lesquelles vont intéresser mon organisation aussi. Ouais, c'est ça le plus important, c'est vraiment de le cibler et de l'associer au cœur de métier ou finalement au risque, aux menaces qui pourraient peser sur mon activité. Ouais. Ce qui permet de gagner du temps et d'être plus efficace. Et puis justement, en termes de sources, on a des sources classiques, donc il y a des blocs d'antivirus, il va y avoir les sites officiels un petit peu des CERT nationaux, donc l'ANSSI par exemple qui va publier des fois en ouvert quelques IOC, publier des rapports un peu approfondis, faire des bulletins sur la menace. Il y a les Anglais, ils font pareil, le CISA ou le CERT-US fait pareil, etc. Donc on a énormément de communication en source ouverte de la part de ces acteurs. Donc on peut déjà capitaliser tout ça. Et ensuite, on a des projets comme le projet open source MISP, donc qui est, on va dire, qui est chapeauté par le Circle, donc le CERT gouvernemental luxembourgeois pour les institutions privées, qui est une plateforme open source qu'on peut opérer soi-même. Et ensuite, en fait, on peut commencer à mettre les diverses instances en réseau et partager des IOC. Et ça, encore, on est dans de la coopération. Bien sûr, ça n'est pas gratuit au sens strict, puisque ces informations, il faut les stocker, les valider, avoir du coût humain d'analyse, etc. Mais on n'est pas dans au final, le cliché de la cybersécurité qui coûte extrêmement cher, etc. C'est abordable en termes de coût. Des fois, c'est là où c'est en termes de temps que c'est moins, et d'humain que c'est moins abordable. Du coup, moi, j'ai fini ma petite présentation. Ok. Donc merci beaucoup. Je trouve que avoir cet angle, c'était pas mal parce qu'effectivement, l'OSINT est un sujet qui est quand même assez porteur ces derniers temps, même si c'est pas quelque chose de nouveau. Et avoir cet angle, l'angle que tu proposes est vraiment intéressant. Donc je ne sais pas s'il y a des questions déjà dans l'audience. Je vais regarder. Alors, j'ai une première question qui est comment vérifier la fiabilité des sources ? Voilà. Je pense qu'il y a 2000 ans de débat dans les services de renseignement qui n'ont déjà pas réussi à le... plus sérieusement, je vais essayer de restreindre la question pour essayer de pouvoir y répondre. La source, c'est déjà la personne qui nous transmet l'information. Donc, on va être sur le cas des indicateurs de compromission. Donc, par exemple, la source, c'est la personne qui nous la transmet. Déjà se poser éventuellement la question, est-ce que c'est ce qu'on va appeler une source primaire, donc c'est-à-dire c'est le producteur lui-même de l'information, ou une source secondaire, donc c'est quelqu'un qui récupère, qui a lui-même ses sources en fait, et ils vont les retravailler. Comment évaluer la fiabilité des sources ?
ça va passer déjà par la fiabilité des informations qu'ils nous envoient. Donc en fait, on est obligé de prendre en compte les informations, on va vérifier les informations et au bout d'un moment, en gros, on dit vrai positif, faux positif et de manière un petit peu empirique, en fait, on va construire un pédigré, une notation de cette source-là. Mais c'est extrêmement, au final, c'est extrêmement lent. Et c'est justement dans le cycle du renseignement, c'est dans la phase de traitement, c'est une activité qui s'appelle la cotation et c'est une spécialité à part entière de qualifier la fiabilité des sources et la crédibilité des informations. Mais d'ailleurs, c'est pour ça aussi que maintenant, il y a pas mal de sociétés, il y a quelques sociétés qui commencent à se spécialiser dans ce type de renseignement et de fiabilité pour pouvoir fournir aux personnes qui souscrivent à ce service-là des données, entre guillemets, fiables sur lesquelles ils peuvent vraiment s'appuyer. C'est ça. Oui, c'est vrai que pendant tout un moment, en fait, dans le marché de la cybersécurité, on a un peu été à la course au volume. Il fallait que j'ai le feed d'indicateurs le plus gros, etc. Mais le problème, c'est que, justement, en termes de valeur, qu'est-ce que moi, concrètement, client, j'en retire? Est-ce que ça ne me donne pas un surcoût en traitement de l'information? Et il y a des acteurs, justement, qui se placent exactement là-dessus. Nous, on va vous donner... ce dont vous avez besoin. 3 indicateurs par jour peut-être, ou par semaine, mais sont pertinents. Normalement, on vous garantit qu'ils sont pertinents. Donc voilà, je réponds quand même un petit peu à côté, j'en suis conscient, mais la crédibilité des sources, malheureusement, il n'y a pas de méthode universelle. C'est un rapport personnel, en gros personnel, qu'on a nous en tant qu'organisation avec notre source. C'est-à-dire que 2 organisations ne vont pas jauger de la même manière la même source. Donc c'est vraiment du temps, construire un pédigré, revoir les informations et au bout d'un moment se dire est-ce que j'ai envie de continuer avec un tel fournisseur d'informations ou non. Ok, merci. Donc deuxième question, comment une organisation peut-elle enrichir sa connaissance de la menace à l'aide de l'OSINT? Justement, c'est un petit peu les sources que j'ai données après. Donc en fait, lire un article de blog d'un éditeur antivirus ou un rapport de l'ANSSI en accès libre sur Internet, c'est entre guillemets de l'OSINT. Donc ensuite, il ne suffit pas juste de le lire puisque il y a une phase d'analyse. Donc il faut en extraire le contenu, l'essentiel. Voilà, c'est donc cette information, je la prends bien en compte. Donc ça, on va dire, c'est le côté veille. Et ensuite, c'est maintenant cette information, comment je l'utilise ou comment elle peut être utile dans mon organisation et donc quelle action je peux mettre en œuvre. Là, on passe dans le vrai côté renseignement, en fait. Ok. Donc pour l'analyse de la menace, donc, tout simplement, il y a tous les éditeurs d'antivirus. Il y a un petit peu le cas d'usage que j'ai montré avec les WIS, les DNS, etc., où à partir de quelques indicateurs qu'on récupère soit dans son parc, donc toujours penser qu'on est soi-même un créateur d'informations et pas seulement aller penser que la vérité est ailleurs. On a déjà beaucoup d'informations en interne, donc on prend ces informations et on peut aller les enrichir en allant faire des requêtes techniques, en utilisant des ONIF, des Shodan, etc. sur notre propre infrastructure ou sur les infrastructures des attaquants pour augmenter cette connaissance. Juste un petit warning, si les attaquants peuvent faire de la reconnaissance active assez facilement sur nos infrastructures, je déconseille quand même de faire de la reconnaissance active sur les infrastructures des attaquants parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ok. Il ne faut pas le faire comme ça, quoi. En tout cas, faut mettre des gants. D'accord. Autre question qui arrive. Donc, les RSSI manquent souvent de temps. Comment faire pour utiliser l'OSINT dans ce contexte? Choisir les bonnes sources. Et en fait, là, on est dans le serpent qui se mord la queue. On reboucle avec la première question. Le RSSI, entre guillemets, dans l'idéal, doit avoir un temps qu'il dédie à de la veille. Et en fait, je pense que beaucoup de RSSI, la plupart des RSSI, font de l'OSINT, mais sans s'en rendre compte. Ouais. Donc en fait, on lit un article de journal, tiens, ça me donne l'idée, il va peut-être falloir que je vérifie ci, ça aujourd'hui. Je fais le ci, ça. Voilà, c'est purement de l'OSINT. J'ai été au courant d'une information, je l'ai analysée par rapport à mon périmètre, je l'ai déclinée en une décision et des actions à prendre, et en plus j'ai fait ces actions, encore mieux.
C'est complètement un cycle d'OSINT. Il n'y a pas, un mystère incroyable autour de cette activité. Ensuite, on peut aller toujours plus dans la technique, etc. Mais je suis sûr que la plupart des RSSI font déjà de l'OSINT avec leur veille et leur propre connaissance du parc et de leur objectif qu'ils doivent atteindre. Ok, ben moi je m'étais noté quelques questions, donc tu avais en partie répondu, mais c'est vrai que d'un point de vue l'attaquant, on voit bien l'utilité, et ça revient aux questions qui ont été posées, mais par contre d'un point de vue défense, donc d'un point de vue RSSI ou même d'entreprise, parce que finalement il faut pouvoir porter cette information auprès de ton COMEX ou ta direction pour leur dire, ben voilà, il y a des informations qui sont en source ouverte, qui peuvent nous porter préjudice, donc quelles sont pour toi les bonnes pratiques pour pouvoir lier ces... peut-être commencer dans, entre guillemets, notre zone de confort, donc plutôt que de commencer à aller faire presque de l'intelligence économique ou de la reconnaissance des profils LinkedIn des employés, peut-être simplement commencer par faire de la reconnaissance externe de son propre réseau. Et là, des fois, on peut avoir des surprises, on peut découvrir que y a un serveur de prod, en fait... un serveur de test, pardon, il est exposé alors qu'il ne le devrait pas. Il y a un site éphémère marketing qui avait été lancé pour une campagne. En fait, il est toujours là depuis 8 mois et la campagne marketing est terminée. Et on peut remonter petit à petit des choses comme ça. Et ensuite, d'un point de vue... donc là, c'est vraiment le 101 de la sécurité, c'est connaître ton parc, en fait. Et donc là, c'est connaître ton parc, pas que... avec les topologies réseau, éventuellement les scans internes, c'est justement ce changement de point de vue. C'est l'attaquant, il regarde le SI du point de vue de l'extérieur. Donc il faut qu'on fasse pareil. Et ensuite, donc ne serait-ce que pour avoir son asset management à jour. Ensuite, les vulnérabilités. Commencer à faire une surveillance. Donc là, on passe à partir de cette information. Est-ce que je suis listé dans des sites de réputation, dans des sites un petit peu comme les ONIF, les Chaudal, les Sensis, avec des alertes ou des potentielles vulnérabilités ou des choses en fait qui attireraient l'œil de l'attaquant et les fermer de manière préventive. Donc moi, je recommanderais déjà commencer par le niveau technique. Et ensuite, quand on passe un petit peu au-dessus, effectivement, on peut aller jouer avec des LinkedIn, etc. Donc là, je pense qu'il faut aller demander à nos amis RH qui sauront aussi nous accompagner sur ce domaine-là et pour aller faire de la sensibilisation et puis montrer, regardez un petit peu, attention. Mais c'est extrêmement dur. Enfin, par exemple, moi je sais que ce que j'aime bien regarder sur LinkedIn, même si je ne suis pas attaquant, c'est les gens qui postent leur certification sécurité. C'est ce que j'allais te dire. Donc voilà, tu as la certification X-ShieldNet. Donc il y a ce produit-là. Donc tu as du X-ShieldNet. Moi, attaquant, je vais essayer de voir est-ce que je peux me créer un petit labo pour créer mon attaque qui va contourner du X-ShieldNet. Et ensuite, malheureusement, sur le côté plus organisationnel, communication d'entreprise, je pense que c'est là où c'est extrêmement difficile de ne pas devenir un bâton dans les roues du business, et c'est absolument pas le but, normalement, de la cybersécurité. On doit être là vraiment pour qu'ils puissent faire leurs opérations en toute sécurité, justement, en toute sérénité. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais si on est sur des entreprises, on va dire, bien développées, peut-être un petit peu grandes, ou dans des domaines particuliers, il y a peut-être un département intelligence économique ou un département analyse des risques, et je pense qu'il faut aller se rapprocher et créer un petit peu des joint ventures avec les autres corps de métier. Alors, j'ai une autre question. Faire de l'OSINT sur le dark web n'est-il pas risqué ? C'est la question, j'ai pas plus de précision. Je pense que c'est peut-être utiliser des canaux qui sont pas... déjà, la première question, le dark web, est-ce que c'est de la source ouverte ou pas ? Je pense. Après, moi, ma définition du dark web, c'est que c'est un service web d'un darknet. Et des darknets, en gros, le plus connu, en général, quand on parle du dark web, c'est du service, de l'applicatif web au sein du réseau Tor. Donc, si on reste là-dedans, fondamentalement, il n'y a pas de... Plus de risques. Il n'y a pas forcément plus de risques, mais il n'y en a pas moins que de le faire sur l'Internet classique. C'est un réseau comme un autre.
Derrière, oui, il y a un petit peu effectivement un attrait pour le dark web parce que derrière il y a un côté mythe, etc., etc. Bon, les acteurs les plus sophistiqués, ils sont, enfin, ils sont pas c'est sur. vrai qu'on a vu des sites sur le web classique qui étaient Ouais, aussi voilà. impactants que sur le dark web. Ouais. Donc fait. on a, c'est vrai qu'il y avait certains forums, notamment dans tout ce qui était fuite de données. Bon, il y en avait un en particulier qui était effectivement accessible que au travers de Tor. Bon, déjà l'avantage c'est que si entre guillemets, les forces de l'ordre ou nous, défenseurs, on ne peut pas voir la vraie adresse IP d'un attaquant quand il vient dans Tor ou depuis Tor. Mais en fait, c'est pareil pour nous. On bénéficie exactement du même anonymat que les criminels quand on se balade sur le réseau Tor. Donc j'espère qu'on a répondu à cette question, en tout cas. J'espère, mais ensuite, au moins, dans ce cas-là, que la personne reprécise un peu son propos dans le mot risqué. Mais il y a effectivement des forums qui sont accessibles uniquement là-bas. Oui. Donc le fait de faire une veille, pourquoi pas, à partir du moment où on va commencer à créer un compte, on va commencer à interagir avec la communauté pour récupérer des informations, pour moi, on sort du domaine de l'OSINT. On est déjà presque, alors je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais dans du cyber-humint, on est en train déjà de mettre en place une autre démarche de renseignement qui va être mon comportement et ce que je dis autour de moi et comment j'interagis avec les gens vont me donner encore plus d'informations qu'un stock déjà existant. Si je peux un peu séparer les deux. Ce qui m'emmène à une question, parce que c'est bien que tu me parles de ça, parce qu'effectivement on parle de l'OSINT, mais sous l'OSINT il y a différentes, on va dire, catégories. Donc tu as parlé de l'UMINT, tu as le SOCMINT, tu as le GEOMINT. Du coup, comment tu peux utiliser donc toutes ces disciplines, si je puis dire, pour pouvoir mener à bien tes missions en tant que défenseur? Ouais, en fait, c'est peut-être même en plus plutôt l'inverse. En fait, si on a un ensemble de familles de renseignements plutôt basé sur la manière dont on le collecte. Donc, par exemple, l'UMINT, on va utiliser l'humain comme entre guillemets source d'information. Le ELINT, on va utiliser plutôt les ondes électromagnétiques. Le GEOINT, on va plutôt utiliser l'imagerie satellitaire. En fait, toutes les disciplines de renseignement classiques peuvent utiliser l'OSINT. Ils vont avoir ensuite, ils vont avoir leur information. Dans les informations, il y a celle accessible à tout le monde, celle accessible en payant, par exemple, et celle accessible, et ça c'est vraiment un minimum de minimum, qui n'est accessible que via des moyens spéciaux ou clandestins. Donc là, on rentre dans vraiment ce qu'on appelle de l'espionnage, ou voilà, mais on peut faire de l'OSINT /GeoINT avec Google Maps. On n'aura pas la même résolution qu'avec un satellite militaire, mais on peut déjà le faire. On peut faire du renseignement électromagnétique, des antennes, les radios amateurs, etc. Il en existe. Okay. Donc, c'est plus, en fait, l'OSINT, en fait, c'est l'information disponible à tout le monde. Donc, pourquoi aller s'embêter à mettre en place des choses complexes si elle existe déjà, en fait Tout à fait. Ouais. Donc, ce qui m'amène, c'est bien, on a de bonnes liaisons. L'OSINT est-elle toujours légale? Non. Alors c'est pour ça que en fait j'ai contourné la définition. C'est que du coup à partir où on met légal, oui, mais en fait il y a des choses qui sont illégales, mais c'est éthique, etc. Moi je vais répondre normalement oui. Puisque c'est en source ouverte. Voilà, c'est ça. L'OSINT devrait être purement, ne mettre en œuvre absolument que des choses légales. Mais ensuite, à partir du moment où... moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas magistrat. Pour moi, si ce n'est pas légal, justement, c'est qu'on va utiliser des fameuses techniques spéciales pour accéder à l'information et on sort du domaine de l'OSINT. Dans le cas où tu as une base d'utilisateurs qui est publiée sur le net, c'est accessible, mais la façon dont ces données ont été publiées, collectées, c'est là où on est un peu dans la zone C'est là grise. où je mettais légal / éventuellement éthique,
où effectivement, quand on a des bases de données, bon là, je pense que les avocats, ils s'écharperaient entre eux parce qu'ils ne seraient pas d'accord, mais on pourrait dire que comme c'est un vol de données, moi je récupère cette donnée pour en faire quelque chose, je suis reseller, entre guillemets, de données, donc effectivement, sauf que je veux le faire pour défendre les intérêts de mon organisation, éventuellement. Donc, entre guillemets, il va y avoir je vais faire mon philosophe du droit. Je vais essayer. En gros, il y a la proportionnalité, c'est-à-dire que je vais extraire uniquement les informations qui me concernent depuis cette chose-là, et le reste, je ne le stocke pas. Et ensuite, ces informations qui me concernent, une fois que j'ai effectué les vérifications, je les supprime. Donc c'est borné dans le temps, c'est proportionnel à la menace, et on va dire c'est dans mon intérêt légitime de protection. Donc oui, on pourrait dire éventuellement c'est purement illégal, mais derrière ça reste dans une démarche éthique. Ok. Donc ça nécessite. Mais pour moi, voilà, à minima, ça doit être éthique. Okay. Autre question, je suis en train de lire. Oui. Quel lien entre l'OSINT et les résultats des agences de notation cyber qui utilisent la partie visible du SI de l'organisation? Le lien, en fait, c'est que ces agences de notation font de la collecte OSINT, l'analyse, l'organisent, etc. Et la valeur qu'ils produisent en sortie de ce cycle d'OSINT, c'est un score de notation. Mais oui, effectivement, c'est pas derrière, en fait, c'est ça que des fois qui est un petit peu difficile à mettre en avant, mais c'est pas tant l'accès à l'information qui est important, c'est la manière dont, qu'est-ce qu'on va en faire, la manière dont on va la transformer derrière. Donc ces agences de notation, effectivement, utilisent une information disponible à tout le monde, sauf qu'ils y ont vu de la valeur et ils ont créé des systèmes de score. Ok. Autre question, peut-on savoir qui utilise l'OSINT? Je pense que la réponse, elle est un peu simple, tout le monde. À partir du moment où on lit les nouvelles, etc., et puis que ça nous fait prendre une décision, quand je sais pas, on va choisir le resto ce midi, qu'on regarde les avis sur Google, c'est de l'OSINT, etc. Ok, on sort du milieu un petit peu cybersécurité, mais en fait, on a en permanence, c'est le propre de l'humain, c'est on est en permanence en fait dans cette démarche de renseignement, donc c'est-à-dire des informations qui sont autour de moi, comment je les utilise pour ma vie en fait. Ok. Donc en fait, tout le monde utilise l'OSINT. La plupart des gens n'en sont pas conscients. Et ensuite, pour savoir, pour détecter qui utilise l'OSINT, par exemple, je suis dans une position de défenseur et j'aimerais bien savoir quelle agence de notation justement me scanne, quel attaquant est en train de me reconnaître. C'est là où en fait c'est vrai, c'est extrêmement difficile, puisqu'en fait l'OSINT, une collecte adverse en OSINT va se mélanger avec tous les comportements légitimes des utilisateurs normaux. Et c'est là où effectivement ça commence à être extrêmement compliqué de mettre en œuvre un petit peu des règles de détection de phase de reconnaissance d'attaquants. Donc là, voilà, la double réponse. Ouais, mais en fin de compte, c'est pour ça que j'avais posé cette question-là de ce point de vue-là, c'est-à-dire effectivement, tu as ceux qui utilisent l'OSINT et qui ne le savent pas. Et toi, en tant que défenseur, comment tu sais si des personnes récoltent l'information sur toi? Là, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'à part... je pense que c'est quasiment impossible, ou en tout cas hors de la portée de la plupart des organisations. Et c'est pour ça que pour moi, c'est d'autant plus important de partir du principe, ne pas se poser la question qui le fait, se dire... Tout le monde, les gens... des gens reconnaissent en permanence mon SI, l'extérieur de mon SI en OSINT. Donc, raison numéro 1 de commencer à le faire moi-même pour voir ce qu'eux, ils voient. Et d'où cette première démarche un petit peu d'OSINT technique à des fins de sécurité, prendre le point de vue. Mais je pense qu'il faut partir du principe qu'en fait, c'est en permanence. Et puis voilà. Ok, je regarde s'il y a d'autres questions. Pas à ma connaissance. Je m'étais noté autre chose. Oui, c'était un point où on en a parlé un peu au début, mais du coup, l'OSINT et le social engineering, comment ça s'imbrique finalement? C'est l'OSINT est utilisé pour lancer une attaque de social engineering, donc c'est une partie du schéma d'attaque ou pas du tout finalement?
Si, ça peut être un des chemins d'attaque, effectivement. Donc l'ingénierie sociale, donc ça va être, on va dire, une ingénierie sociale individuelle. D'individu à individu, comme à la Kevin Mitnick, en gros, c'est essayer que la personne nous donne d'elle-même des informations qu'on n'a pas pu obtenir, on va dire, en OSINT, dans les documentations, qu'elle nous délivre des informations privilégiées, et si possible sans qu'elle s'en rende compte, donc de manière volontaire et inconsciente. Donc pour ce faire, les personnes, les professionnels du social engineering vont utiliser des leviers, des mécanismes, des biais cognitifs, donc dans le domaine technique on appellerait des vulnérabilités. Donc en fait ils vont exploiter des vulnérabilités. Là c'est un petit peu pareil, en fait on exploite des vulnérabilités de notre propre cerveau. On les a tous, il n'y a pas à avoir honte, on est tous manipulables. Donc pour moi, on est déjà dans de l'exploitation. Pour arriver à prendre contact avec la personne, essayer de l'emmener là où on vient, etc., on a besoin d'informations éventuellement en amont, et une partie de ces informations peut être collectée en OSINT. Donc entre guillemets, l'OSINT peut servir de bachotage et reconnaissance d'une personne qu'ensuite on a envie d'engager en social engineering. Ok. Auriez-vous des sources pour approfondir le sujet? Sources en OSINT? Alors des sources, il y en a, si je peux me permettre. Ouais. Il va y avoir, il y a pas mal de sites maintenant qui se font. Alors, je ne sais pas si on peut les citer, mais il y a osint.fr, je crois qu'il y a osint.eu avec un Z, où il y a des choses comme ça. Il y a Bellingcat. Alors après, ça dépend ce que l'on recherche aussi dans la partie OSINT, parce que si on prend Bellingcat, c'est super intéressant, parce qu'il montre comment ils peuvent mener à bien des enquêtes. Mais là, le problème, c'est que d'un point de vue légal, pour le coup, en France, on va être vraiment borderline, on va même voir dans l'illégalité, parce qu'on va on risque d'entraver des enquêtes. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si tu as d'autres sources, mais voilà, c'est celles qui me viennent à l'idée. En fait, c'est vrai que moi, je ne suis pas pure connaissance de l'OSINT. En fait, moi, j'utilise l'OSINT un peu comme l'eau du robinet, mais pour quelque chose. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la connaissance des adversaires. Donc, c'est vrai que je n'ai pas forcément de sources, mais sinon, que de données, ouais, effectivement, des Bellingcat, etc. Moi, je serais peut-être plus à recommander des sources où l'OSINT est mise en œuvre, en fait, sur certaines thématiques. Ouais. Donc, là-dessus, il y a... je sais pas, il y a les analystes malware, enfin là du coup j'ai pas les URL comme ça à donner, mais les blogs de chercheurs de malware, etc., qui expliquent voilà comment je l'ai récupéré, voilà comment ce que je extrais, voilà comment je travaille sur les différents noms de domaines, etc. Donc on voit en fait une mise en musique de l'outil OSINT à une finalité, et je trouve ça un peu plus intéressant. Et donc là en fait moi, j'amènerais plus les gens en fait, à identifier quels sont mes intérêts, quel domaine m'intéresse, et ensuite d'essayer d'aller trouver des analyses. Et de toute façon, si on les trouve comme ça sur Internet, c'est l'OSINT aussi. Existe-t-il des frameworks pour cadrer ces démarches OSINT et structurer les collectes? Alors encore une fois, je ne suis pas un expert en OSINT. Après, en termes de méthodologie, la méthodologie de l'OSINT, c'est la même que toutes les formes de renseignement. Donc c'est ce qu'on va appeler le cycle du renseignement. Et cette méthodologie, taratata, il n'y a pas qu'un seul cycle du renseignement, personne n'est d'accord, enfin bon, tout ça. Ensuite... Pour structurer la collecte, j'avoue, je ne sais pas, il faudrait faire une recherche en OSINT spécifique sur cette chose-là. Donc il y a forcément des white papers. Je sais que sur ces questions-là aussi d'OSINT, il y a l'armée américaine qui est un très gros producteur. Bon, ça va être des dossiers de 150-200 pages qui vont parler uniquement de ça. C'est relativement théorique, etc. Mais à ma connaissance, en fait, il peut y avoir un ensemble d'outils, mais il n'y a pas un standard que tout le monde connaît, ou alors je ne le connais pas, et encore une fois, je ne suis pas expert OSINT. Moi, je crois de mémoire, il me semble qu'il y a une distrib sous Linux qui est sortie dédiée à l'OSINT. Alors, je ne me rappelle plus trop le nom, mais je sais qu'il commence à y avoir de l'outillage propre à ça.
Alors après, effectivement, je ne suis pas sûr qu'il y ait un framework qui, si on prend par exemple le Mitre ou des choses comme ça, qui permettent de dire on va partir Ouais. de A, B, C, on peut Après, découler. il y a un site, alors l'extension, je ne me rappelle plus, mais OSINT Framework, Ouais. qui présente l'ensemble des sources. Et puis bah, voilà, qu'est-ce qui m'intéresse? Je veux regarder des mails. Bon, bah voilà, tel moteur de recherche, etc. Mais le problème, en fait, c'est que sur beaucoup de ressources, justement, qui parlent de l'OSINT, enfin de l'OSINT sur l'OSINT, c'est qu'il va y avoir une énorme emphase sur la collecte. Mhm. Donc les moyens de collecter l'information, les moteurs de recherche, les métamoteurs de recherche, les dark web, deep web, tout ce que vous voulez, etc. Et en fait, derrière, ça s'arrête là. Donc c'est-à-dire que pour donner effectivement des méthodologies un petit peu sérieuses, bah, je prends ma collecte, je note mes informations, je note mes sources, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. On ne va pas le trouver dans des sites purs OSINT ou assez peu, assez rarement en fait. Et donc là, il faut aller chercher d'autres types d'autres types de sources sur pure évaluation de l'information, etc. Ok, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Moi, j'en ai pas noté plus. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Bah, Roland. merci à vous. Merci, c'était très instructif. Et puis, comme je disais, le biais sur lequel tu as attaqué l'angle OSINT est, je pense, intéressant. Et j'espère que ça a donné des idées, des pistes ou oui, on va dire de la réflexion aux personnes type RSSI ou autres qui se posent des questions sur comment utiliser l'OSINT par rapport à son entreprise dans un contexte bien particulier, pouvoir en faire une source permettant donc d'avancer sur les aspects de cybersécurité. On va vous laisser et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier pour les autres événements du Clusif. Le panneau crime à ne pas louper, qui est le 26 janvier. Donc vous êtes tous conviés au campus cyber et également en distanciel. Merci, Roland. Merci. Au revoir. Au revoir.